c'est un devoir, comme au fait le devoir de servir. Et le Likoud est associé actuellement avec des partis qui prônent le refus de servir le pays. Donc il faut bien comprendre ça aussi. Quand je sers en Israël, je sers au milieu, je ne défends pas ni la Cour suprême, ni le gouvernement. Je défends mes amis. Quand j'étais en Milouim le mois dernier, et quand j'ai arrêté des terroristes qui jetaient des pierres sur la route et qui envoyaient les gens à l'hôpital, les terroristes, ils s'en foutent totalement qui est à la tête du pays. Bonjour et merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Le 23 février dernier, une centaine de soldats et d'officiers réservistes de la division des opérations spéciales de Tsahal, parmi lesquels un général et des lieutenants-colonels, ont menacé dans une lettre adressée à Binyamin Netanyahou de ne plus servir si la réforme judiciaire est adoptée. Cette loi détruira tout ce pourquoi nous sommes battus, ont écrit ces réservistes. Si jusqu'à présent l'armée était restée en dehors des polémiques politiques, les choses ont changé depuis la législation de la réforme juridique. Les dirigeants de l'armée, du gouvernement et de l'opposition ont décrié les protestations des soldats affirmant que l'armée devrait être séparée de la politique. Alors, les officiers de réserve ont-ils un devoir moral par rapport à la réforme juridique ? Ce mouvement de protestation peut-il se transformer en une insubordination massive qui pourrait nuire à la sécurité du pays? Ce sont les thèmes du débat de cette semaine avec nos invités. Dr Eric Seton, directeur médical de l'hôpital Herzliya Medical Center et qui est lieutenant-colonel de réserve, qui était lieutenant-colonel de réserve. Eric, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Nissim. Et nous sommes justement avec Nissim Slama, qui est guide, fait partie du Likoud, qui a créé au sein du Likoud un forum à l'aile, peut-être que Nissim va nous en dire un peu plus, qui était Rav Seren à l'armée, qui est Rav Seren, puisqu'il continue de faire les Milouim, mais Rav Seren, c'est entre capitaine et commandant. Exact. En anglais, on appelle ça un major, c'est un grade qui n'existe pas dans l'armée française, donc en général on se trompe, c'est entre capitaine et commandant. Alors Nissim, je voudrais commencer avec vous. Je voudrais simplement, Olivier, dire quelque chose avant, parce que dans ta présentation, il y a deux choses qui m'ont fait sursauter. Premièrement, les réservistes n'ont pas menacé, ils ont écrit, ils ont expliqué. Deuxièmement, ce ne sont pas l'armée, ce sont des réservistes, ce sont des civils qui font leur devoir de réserve, et comme quelqu'un a le droit d'être pour la réforme, comme Nissim, qui est capitaine de réserve, commandant de réserve, Rav Seren de réserve, peut être pour la réforme, ils ont tout à fait le droit également d'exprimer leur désir de ne pas être pour la réforme et leur peur. Oui, et je crois qu'il faut faire très attention, ils n'ont pas menacé, ils n'ont pas dit également qu'ils impliquaient l'armée. Mais si je ne me trompe pas, alors peut-être qu'il s'agit d'autres soldats de réserve qui ont dit, je pense qu'on a vu ça avec les aviateurs, qui ont déclaré qu'ils refuseraient de servir. Non, encore une fois, non. Les aviateurs ont écrit qu'ils utiliseraient leur jour de réserve pour faire une journée de déclaration ou de parler de discussion sur la réforme. Quels sont les dangers? Alors, ils ont participé aux exercices, ils ont fait leurs entraînements. Il faut faire très attention parce que je crois que quand on peint ces civils qui font leur devoir de réserve en tant que séditieux, qui refusent de servir, c'est quelque chose qui est... Mais ils l'ont fait quand même en tant qu'officier de réserve, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé leur titre d'officier de réserve pour écrire cette lettre, en tout cas. Je crois que, comme tout officier de réserve, également décrit qu'il est officier de réserve, et quand il est appelé, il peut dire « je ne suis pas obligé de faire mon devoir de réserve ». Mais ils l'ont fait, premièrement, donc ils l'ont dit, et ils ont écrit dans leur lettre leurs inquiétudes vis-à-vis de cette réforme. Et je crois qu'il faut faire très attention aux mots pour ne pas peindre ces soldats, ces civils qui font leur devoir de réserve, comme des séditieux. C'est pas ce qui a été rapporté dans la presse israélienne. Dans la presse israélienne, ce qui a été rapporté, c'est que les réservistes, une partie d'entre eux, au bout du compte, sont quand même venus en réserve, mais ce qui a été rapporté par la presse israélienne, c'est qu'il y a une toute petite partie de réservistes, surtout dans l'armée de l'air, qui en fait ont décidé ils ont prévenu que si ça se passe, ils arrêtent de faire leurs réserves.
Ils arrêtent de faire leurs réserves, qui ne viennent plus, qui viennent plus au Milouim, qui viennent plus aux réserves. Non, il y a un truc à comprendre. La réserve en Israël, c'est par la loi. C'est exactement la même chose que c'est pas. C'est un service exactement comme le service obligatoire. C'est pas un choix. Quand moi je vais à la réserve, évidemment c'est une loi auquel je peux échapper. Je peux dire voilà, je suis malade, je peux trouver quelqu'un qui veut pas le faire. On va pas l'obliger vraiment. Mais au niveau légal, on parle d'une obligation légale. C'est pas un bénévolat. C'est pas du volontariat. J'ai l'obligation légale. Moi, quand mes soldats, j'ai des nouveaux soldats qui arrivent dans les réserves, qui viennent de quitter l'armée. Ils ont quitté l'armée normale il y a un an, 2 ans. Et ils arrivent. Et là, ils m'appellent, ils me disent oui, mais moi, je veux pas faire les Milouim. Je leur dis écoute, mon coco, ça n'existe pas. Je veux pas faire les Milouim. Si tu as une bonne raison de ne pas faire les Milouim, parce que tu as un problème médical ou parce que tu as un autre problème, en passant, ça peut être aussi objecteur de conscience. Ouais. Mais si tu as un problème, tu fais part du problème, l'armée le prend en compte, tu me parles avec moi, ton officier supérieur, je t'envoie devant le commandant de la brigade, il y a à l'armée plein de processus pour pouvoir quitter, mais c'est pas un choix. C'est pas quelque chose que tu as le droit ou tu n'as pas le droit de faire. Je suis entièrement d'accord avec Nissim. J'ai commandé une unité chez Sheshtecha qui est en fait basée sur des Milouim, plus de 200 médecins et paramédics Milouim, donc officiers de réserve. Tout est basé uniquement sur la réserve, il n'y a pas le choix. Mais, et là où est le grand mais, ce sont des civils. Et à un moment, ils expliquent comment ces lois, en fait, peuvent les mettre en danger. Parce qu'ils sont en danger. Ils sont exposés à cause de ces lois. Et c'est là où il faut mettre le débat. Je suis entièrement d'accord. C'est un devoir, comme au fait le devoir de servir. Et le Likoud est associé actuellement avec des partis qui prônent le refus de servir le pays. Donc il faut bien comprendre ça aussi. Nissim, vous êtes associé actuellement avec des partis qui refusent et qui vont utiliser ces lois pour instaurer et pour pérenniser, en fait, le refus de servir du pays. J'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau, que on mêle quand même, d'une certaine manière, même si, comme le dit Eric, ils n'ont pas appelé à ne pas faire les Milouim, à ne pas... c'est ce qu'ils ont appelé. Il y a eu un appel à la Sarbanout, il y a eu un appel au refus d'aller au Milouim, directement. Alors, oui. Il y a quand même, j'ai l'impression, pour la première fois, une implication des gens de l'armée, d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont des réservistes, par rapport à des décisions politiques. Non, alors, d'abord, tout ce qu'a dit Eric par rapport au parti, etc., c'est de la démagogie à 2 balles 50. L'ancien gouvernement était associé avec Ram, un parti arabe qui ne font pas non plus l'armée. En tant que membre du Likoud, je suis prêt demain à faire un accord de coalition avec Yair Lapid, avec Gantz, avec tous les partis sionistes. Le problème, c'est que c'est eux qui ne veulent pas faire une coalition avec nous. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas une coalition avec nous, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter les réformes judiciaires qui, pour nous, sont la chose la plus importante de ramener la démocratie en Israël. Donc, il faut bien comprendre. Il y a 2 points que je veux ramener. Un, par rapport à la discussion, et 2, de manière générale. Par rapport à la discussion, ce n'est pas la première fois de l'histoire d'Israël où il y a des refus de servir pour des raisons politiques. Ça s'est passé dans les années 70, et ça s'est passé quand moi j'étais à l'armée en 2005, pendant le désengagement de Gaza, et qu'on a tiré 10 000 personnes de Gaza, on les a chassés de Gaza. 10 000 juifs qui habitaient dans la bande de Gaza. Là aussi, il y a des gens qui se sont dit « je ne participerai pas ». Il y a des gens qui ont dit « je ne participe pas », il y a des gens qui ont fait des refus, etc. La grande différence, c'est le traitement médiatique et le traitement de l'armée. Quand, en 2006, moi j'étais à l'armée, 2005, quand j'étais à l'armée, et qu'il y a des soldats, à titre personnel, en passant, j'ai participé à la Lieutenant Code, j'ai participé au désengagement de Gaza, et pendant les week-ends, quand j'étais libre, j'étais jeune soldat, j'allais manifester contre. Quand il y a des gens qui ont décidé de refuser, ou de parler de Sarbanout, de refus de servir par rapport à ça, ils ont tout de suite été punis de manière massive par l'établissement militaire. Et ils ont été dénoncés totalement par toute la presse. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui ne servent plus. Il y a des gens qui ont été envoyés en prison sur ce côté-là. Par contre, quand il y a aujourd'hui, alors qu'on parle d'un désengagement de 15 000 personnes, quand aujourd'hui on parle de réforme judiciaire pour qu'on ait enfin un pays démocratique, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'assouplissement militaire, une sorte de, on va dire, ok, viens quand même, c'est pas grave, on essaie comme ça de discuter, etc. Et du côté médiatique, une sorte de soutien médiatique, au lieu de leur dire, écoutez, là, vous exagérez. Et c'est la première fois. En passant, pour moi, c'est encore une preuve du problème, et c'est encore une preuve du système dans lequel on vit qui
qui montrent que les réformes judiciaires sont tellement obligatoires. Parce qu'au bout du compte, c'est ça le truc, c'est le manque de démocratie. Maintenant, ça c'est par rapport aux manières générales. Maintenant, par rapport au problème. Maintenant, de manière générale, pour moi, Israël, tant qu'il n'y a pas la réforme qui change la manière dont on met les juges, tant qu'il n'y a pas la réforme qui empêche les juges d'avoir le dernier mot par rapport au peuple, tant qu'il y a les juges qui ne sont pas élus, qui sont au-dessus de la Knesset, qui sont au-dessus de tout et qui peuvent annuler toute décision on ne parle pas seulement des juges, je parle aussi des conseillers judiciaires, qui peuvent annuler toute décision de tout élu, que ce soit un maire, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit les gens de la Knesset, et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on le voit tous les jours. On l'a vu il y a quelques jours avec Ben Gvir, qui a fait quelque chose que la loi lui permet, de manière claire, et qui a été arrêté par la conseillère judiciaire. On ne vit pas dans une démocratie. Et malgré qu'on ne vit pas dans une démocratie, je sers mon pays. Parce que je ne sers pas l'État, je sers mon pays. Je sers ma nation, je sers mon pays, je sers Israël. Pas le système. Quand je suis en France, que ce soit la France, un soldat français, que ce soit qu'il soit dans la France de Napoléon III, ou que ce soit dans la France de la Troisième République, ou que ce soit dans une France, il sert la France. Il défend son pays. Quand je sers en Israël, je sers au milieu, je ne défends pas ni la Cour suprême, ni le gouvernement. Je défends mes amis. Quand j'étais en Milouim le mois dernier, et quand j'ai arrêté des terroristes qui jetaient des pierres sur la route et qui envoyaient les gens à l'hôpital, ils s'en foutaient, les terroristes, ils s'en foutent totalement qui est à la tête du pays. Si ces gens-là pensent qu'Israël arrête d'être une démocratie, si on fait ces réformes qui sont démocratiques, j'attends d'eux-mêmes quand même de continuer à me défendre et à défendre leur pays. Eric. C'est de la démagogie. Ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas servir. Ils ont dit qu'ils allaient continuer à servir le pays et qu'ils allaient, le jour où il y a un combat, se présenter. Donc, il ne faut pas présenter ça, encore une fois, comme des séditieux et comme des gens qui ne veulent pas servir. Ce n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, au-dessus de toute personne, au-dessus de tout politique, il y a la loi. Les juges ne décident pas ce qu'ils veulent. Ça aussi, c'est de la démagogie. Dire que les juges décident ce qu'ils veulent, ce n'est pas vrai. Les juges se basent sur la loi. Chaque personne est soumise à la loi. Et c'est impossible de dire qu'on est en démocratie si on est en définitive soumis à une personne qui est une personne politique. Ce n'est pas un instant, ce n'est pas un politique, un ministre de décider qui est la loi. Il y a la Knesset qui légifère. Et s'il y a une loi, on doit aller suivant cette loi. Celui qui fait adopter et qui vérifie que c'est suivant la loi, c'est le juge. Dans la Torah, dans le judaïsme, il est interdit d'habiter dans un pays ou dans une ville où il n'y a pas de tribunal. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a la loi. Or, ce que propose cette réforme, c'est d'être au-dessus de la loi. C'est de mettre les politiques, et entre autres le Premier ministre, au-dessus de la loi. Donc, ce n'est pas une réforme, c'est une révolution judiciaire, c'est une révolution de type de gouvernement. Ça veut dire qu'on passe à un gouvernement autocratique celui qui décide, comme dans le cas de Ben Gvir, c'est le ministre et pas la loi. La conseillère juridique n'a pas décidé. Elle a dit simplement, monsieur le ministre, ce que vous avez fait n'est pas suivant la loi. Okay. Vérifiez ça, un instant, vérifiez ce que vous avez fait. J'ai déjà vérifié. Ce n'est pas suivant la loi, et c'est ce qu'a dit devant tout le monde. La ligne 21 de la loi sur la police. Le directeur de la police a dit, je me suis trompé, j'ai fait ça, et ce n'est pas suivant la loi. Non. La question, c'est de savoir si on veut être dans un état de loi, ou dans un état où le politique qui a été élu, et ça peut être élu tout à fait à la majorité, décide du jour au lendemain ce qu'il veut. Comme a dit Smotrich, concernant vos droits, j'en suis garant. Où c'est écrit? Qu'est-ce que ça veut dire, j'en suis garant? Ce n'est pas une garantie. La loi, c'est ça qui garantit les droits de la majorité et le droit des minorités. Les pilotes, les officiers, tous les médecins, les combattants de Tsahal, tous sont exposés, parce que du moment où c'est un pays qui n'est pas démocratique, il y aura des conséquences lorsqu'ils sont à l'étranger, il y aura des conséquences sur leurs actions. Lorsque c'est un pays non démocratique qui donne les ordres, et qui donne les ordres d'attaquer, ou les ordres de faire une opération, c'est le danger d'être dans un pays qui n'est pas démocratique, c'est le danger qui expose en fait ces combattants à des poursuites judiciaires à l'étranger. Et donc, il faut comprendre, ce n'est pas
simple changement de loi. C'est une véritable révolution, un véritable changement de système démocratique, ce qui n'était pas le cas dans l'Ethnat-Kout. Moi aussi, j'ai fait partie. J'étais à Gaza, c'était très dur. On a parlé avec les gens, on a essayé de faire ça de façon la plus calme et la plus embrassée. C'était le gouvernement légitime qui a décrété, qui a décidé de se séparer d'un territoire qui n'était pas un territoire israélien. Ce n'est pas du tout le même cas, par exemple, qu'un territoire israélien comme le Golan ou comme Jérusalem. Okay. Donc, c'est une décision d'un gouvernement légitime. Là, on veut changer le système démocratique du pays. On veut mettre au-dessus de la loi les politiciens. Je peux amener sans problème des dizaines d'arrêtés de la Cour suprême où la loi dit de manière quelque chose de très clair et que les gens de la Cour suprême viennent et font le contraire exactement de la loi. Par exemple, il n'y a aucune loi qui leur permet d'annuler les lois normales. Il n'y a absolument aucune loi qui leur permet d'annuler les lois fondamentales de l'État d'Israël et ils se disent quand même j'ai le droit de le faire et ils le disent de manière claire. Je peux amener des dizaines d'exemples où ils le font. Israël n'est pas un État de droit parce que les juges s'en foutent totalement de ce qui est marqué dans les lois et ne jugent que d'après leurs propres opinions idéologiques, politiques et d'après leurs propres intérêts. Et sur ça, je peux amener des dizaines et des dizaines d'exemples. Quand une personne du BDS arrive en Israël et que la loi de manière claire dit comme quoi quelqu'un qui arrive du BDS n'a pas le droit de rentrer en Israël et que les juges de la Cour suprême lui permettent de rentrer. Quand les juges de la Cour suprême annulent les lois sans problème, quand les juges de la Cour suprême, il y a des lois qui sont très très claires et qu'il y a marqué permis et que le juge de la Cour suprême va dire interdit ou le contraire, et on le voit tous les jours. Quand les juges de la Cour suprême font des débats entiers sur des lois fondamentales, au bout du compte, les gens qui ont le dernier mot en Israël, c'est pas le public, c'est pas la Knesset, c'est pas la législation. Donc, aujourd'hui en Israël, on ne dit pas. Mais vous n'avez pas lu les lois. Je lis les lois et je lis les arrêtés de la Cour suprême que je conseille aussi de lire, où les gens, par exemple, un truc très simple, l'article 119 des lois d'urgence disent comme quoi l'armée a le droit de détruire n'importe quelle maison d'où un terroriste est sorti. Le nombre de fois où la Cour suprême a empêché de détruire des maisons, il est incroyable, alors que c'est marqué de manière très claire que l'armée a le droit de le faire et que le gouvernement a le droit de le faire. Et demande justement. La Cour suprême, non, l'autorisation au ministère. Non, attendez, il y a l'autorisation du ministère de la Défense. Au ministère de la Défense, le ministère de la Défense, s'il y a des cas où la Cour suprême est saisie, elle doit donner son autorisation. C'est pas pour rien qu'il y a un problème de la clause de raisonnabilité où les juges décident ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas raisonnable. Maintenant, par rapport à l'étranger, par rapport à l'attaque à l'étranger, etc., moi, j'ai étudié le droit, je sais de quoi je parle, je lis les arrêtés, et en plus, j'ai étudié les relations internationales. Je peux vous dire de manière très claire que c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune différence entre avant et après le truc, il n'y a aucune différence. Au contraire, après qu'on soit un pays démocratique, après les réformes, il y aura plus de protection. Dernière chose, dernier point, il n'y a aucun pays démocratique au monde, où les juges de la Cour suprême ou de la Cour constitutionnelle ne sont pas élus de manière démocratique et s'élisent lui-même, ils sont élus par un comité où il y a une minorité des élus. Aucun. On est le seul pays au monde. On est obligé de conclure, Eric. Dans tous ces pays démocratiques, il y a une constitution. Dans tous ces pays démocratiques, il y a ce quoi basé, il y a des et donc, s'il n'y a pas de constitution, donc on ne peut pas annuler les lois. Je comprends pas. Où il y a une constitution, on peut annuler les lois, où il n'y a pas de constitution, on ne peut pas annuler les lois. Ce n'est pas comparable. Dans tous les pays démocratiques, il y a une constitution. Les juges demandent justement à la Knesset voter une constitution, légiférer une constitution. Faites-le. Seulement, les politiciens ne font pas ça. C'est leur droit. C'est très facile et c'est très bien et c'est très facile de laisser ça aux juges de la Cour suprême. Vous allez annuler le système vous allez annuler le système comment s'appelle là, le système de droit. Il est déjà annulé. La Cour suprême l'a déjà annulé. Vous ouvrez un pouvoir autocratique. Et les juges ont le pouvoir autocratique en Israël. C'est ça le désastre que vous faites parce que vous êtes entraînés par une bande, par des partis politiques qui veulent et qui utilisent le Likoud actuellement. Très bien. Le système en Israël est déjà autocratique. On va devoir arrêter. On a vraiment dévié du sujet que je voulais aborder, qui était plutôt 22 cas la réforme juridique. Mais 22 cas pendant des dizaines d'années. Donc, faut pas être. Merci. En tout cas, merci Nissim Slama, merci Eric Seton d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce débat sur Studio Kalita.